583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now this is the question. Has the ramp people where you is? Working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio's down. There's no radar. Donc ce 7e épisode de la saison de Grande Frequency. Et alors je suis aujourd'hui accompagné de Victoire. Salut Victoire. Bonjour à tous. Et de Antoine. Eh bien c'est ça, toujours fidèle au poste. Hein. Salut Joris, bonsoir à tous. Antoine, je te laisse introduire notre invité qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Exactement, donc pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir la personne qui a beaucoup œuvré pour une des plus belles vitrines de l'aéronautique. Et je parle bien entendu du Salon du Bourget. Et donc notre invité c'est Gilles Fournier, le directeur général du salon pendant de nombreuses années. Bonsoir et bienvenue dans Grande Frequency Gilles. Bonsoir et merci de votre invitation. On est donc ravis de te recevoir. Alors pour présenter un petit peu, tout le monde connaît le Salon du Bourget, mais on va quand même redonner quelques éléments dessus. Donc tout le monde a en tête le grand succès du Salon international de l'aéronautique et de l'espace 2023. Bon, j'ai dit une fois en entier, maintenant ce sera Salon du Bourget, qui a marqué les esprits. Et donc ça a vraiment été une grande fête populaire pour un secteur qui en avait bien besoin après tout le Covid et les difficultés d'image actuelles. Donc on parle quand même de 300 000 visiteurs en une semaine, 2500 exposants et 150 aéronefs, si j'ai bien noté. Donc voilà, un grand Salon du Bourget que nous aborderons lors de ton interview. Donc voilà, je me tourne vers toi, ça te va comme introduction, ça te... Très bien, c'est parfait. Je vois que vous connaissez vos valides. Avec le côté grande fête populaire quand même qui me tenait à cœur pour introduire ça. Donc effectivement, on va parler de tout ça dans ton interview Gilles, mais d'abord on va faire on va faire une petite revue de presse assez variée. Antoine, je te laisse... C'est bien, c'est parti alors pour cette nouvelle revue de presse dans Grande Frequency. Alors je vais commencer donc pas avec le salon du Bourget, mais avec le salon de Singapour qui avait lieu donc la semaine dernière, avec une première annonce et Airbus qui a annoncé 8 milliards de commandes dans toute sa gamme d'aéronefs. Ça lui permet d'agrandir encore son carnet de commandes. Bon, on est loin des centaines d'avions commandés au Bourget en 2023, mais Airbus continue sur sa bonne lancée avec une très forte demande pour ses appareils. La deuxième nouvelle sera à propos de Comac et son avion le C919 qui montre donc tout son appétit sur le marché international. C'est la première présentation lors d'un salon international, lui qui était pourtant à l'instant cantonné au vol plutôt en Chine. Et voilà, donc vous pouvez le voir à l'écran, c'est un avion qui a vocation à concurrencer l'A320neo et le 737 MAX. Donc pour l'instant, il y a eu un très long développement, la Chine a dû mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard sur les deux grands constructeurs historiques que sont Airbus et Boeing, mais cet avion motorisé entre autres avec les mêmes moteurs, c'est du CFM, vise à être de plus en plus présent sur le marché des courts et moyens courriers monocouloirs. Une autre annonce pour rester dans ce salon de Singapour à propos des Sustainable Aviation Fuels. Donc on vous en parle souvent dans Grande Frequency et donc il y a eu une annonce récemment lors de ce salon. Tous les vols à Singapour vont se voir imposer une quantité de carburant d'aviation durable à compter de 2026. Donc ce sera 3 à 5% d'ici 2030 et une taxation si ce n'est pas respecté. Donc c'est 1% en 2026 et ensuite on augmente progressivement. Donc le plan correspond à ce qui se fait avec le plan Refuel EU de l'Europe, qui vise aussi cette stratégie de quota pour avoir l'ambition d'augmenter progressivement la quantité de SAF produite. Et voilà, c'est encore une belle mesure qui va permettre d'aller vers une aviation plus décarbonée. Donc voilà pour le salon de Singapour. Donc tu vas maintenant nous parler d'hydrogène. Exactement, avec un petit avion français, le Blériot, qui est fait par la start-up Beyond Aero, qui a effectué son premier vol en France cette semaine. Cette start-up rentre dans le club très fermé des entreprises capables de faire voler un avion à hydrogène. Voilà, c'est vraiment important de le noter. On a ça en France et c'est une belle prouesse. Il y a d'autres start-up, en particulier en Angleterre ou aux États-Unis, qui ont réussi cet exploit. Mais on a cette start-up qui a beaucoup d'ambition. Et c'est bien sûr qu'un prototype et il est à hydrogène gazeux, mais c'est le début pour cette start-up toulousaine qui ambitionne de décarboner l'aviation via ce nouveau moyen de propulsion.
Et maintenant, côté spatial, Victoire, tu nous as sélectionné une petite news, vu que tu nous parleras de spatial dans ta chronique. Effectivement. À toi. Et donc moi, je voudrais vous parler d'une mission spatiale. C'est la sonde lunaire Odysseus qui s'est posée jeudi soir de la semaine dernière. Et cette mission, c'est le retour des États-Unis sur la Lune après plus de 50 ans. Et cette mission est une première, car c'est la première mission privée pour aller sur la Lune. En effet, c'est l'entreprise privée Intuitive Machines qui a envoyé cette sonde. Malheureusement, suite à des problèmes lors de l'atterrissage, problèmes notamment au niveau des systèmes de navigation, on va perdre le contact avec cette sonde d'ici quelques jours. Mais cette sonde est extrêmement importante car elle s'est posée au pôle sud de la Lune. Or, on veut envoyer les prochains astronautes du programme spatial Artemis des Américains au pôle sud. Donc, toutes ces petites sondes qui vont se poser sur le pôle sud vont pouvoir préparer l'arrivée des astronautes. Okay. Très bonne news, merci Victoire. Antoine, je te laisse reprendre pour quelques gros titres pour conclure cette revue de presse. C'est ça, quelques news un petit peu plus rapides, avec tout d'abord le premier vol de l'intégrale I d'Ora Aero, pas son premier vol, je m'emballe, c'est le premier tour de roue sur l'aéroport de Toulouse. Voilà, c'est un vol un vol du coup, toujours pas, juste les premiers tours de roue sur le tarmac, ça a été très médiatisé, et c'est une première étape pour arriver à l'avion régional électrique l'ERA d'Ora Aero. Donc voilà, objectif premier vol dans quelques semaines et une entrée en service en 2026 pour cet avion qui donc sera un avion d'école pour les flottes d'aéroclubs en France. Une autre nouvelle plutôt militaire avec cette fois-ci donc Alexandre dans ses chroniques militaires ces derniers temps nous en a beaucoup parlé des standards d'avions militaires et donc je vais vous parler du standard F4.1 qui est maintenant pleinement intégré dans les armées puisque cet avion a fait sa première mission de permanence opérationnelle avec ce Rafale au nouveau standard et il avait été qualifié pour rappel en avril 2023 par la DGA et donc voilà il est très attendu par les armées cette disponibilité en conditions opérationnelles pour être pleinement utile aux militaires. Encore quelques petites news avec le Climate Impulse de Bertrand Piccard qui était le parrain de Cap sur l'avenir, je tiens à le souligner, qui a annoncé de nouveaux partenariats et le lancement d'un nouveau projet pour ce grand aventurier. C'est son objectif, faire un tour du monde dans un avion à hydrogène de 37 mètres d'envergure en 8 jours sans escale. Donc lui qui avait fait avec le tour du monde en avion solaire avec escale, envisage désormais, avec son Solar Impulse qui est très, très connu, envisage désormais de mettre le cap sur l'aviation hydrogène, encore une news dans ce sens. Et donc voilà, un projet à suivre, ça fait plus de 3 ans qu'il travaille dessus, il s'est associé à un navigateur, donc Raphaël Dinelli, qui est assez connu dans le monde de la course au large, pour construire cet avion. Donc voilà, affaire à suivre, et vous avez une petite image de cet avion à l'écran. Une petite dernière nouvelle. C'est au sujet du scandale des pièces de moteurs falsifiées. Donc cet été, on avait tous eu la surprise d'apprendre que on pouvait retrouver dans des moteurs d'avion des pièces qui n'étaient pas certifiées. Donc c'était un petit peu le feuilleton de l'été avec AOG Technics, un courtier britannique qui avait produit de faux certificats. Eh bien, la réponse du secteur aéronautique, qui a toujours eu des hauts niveaux de sécurité, ne s'est pas fait attendre et une alliance a été créée par les grands acteurs du secteur pour que cela ne se reproduise plus. Donc voilà, des études en cours pour améliorer tous les processus, la traçabilité des pièces pour les ateliers de maintenance, car actuellement, oui, la production, c'est quand même très très réglementé, mais la maintenance était tout petit peu moins encadré puisque ces faux certificats ont pu se produire. Donc voilà, le nom, ça s'appelle Aviation Supply Chain Integrity Cooperation. Donc voilà, coopération pour l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement de l'aviation, c'est dit. Et donc voilà, encore une fois, l'aéronautique s'est réagi rapidement pour garder son haut niveau de sécurité. Et merci Antoine pour ces news de ces 2 dernières semaines, et même plus. Je te laisse reprendre pour l'interview de Gilles. C'est pour ça qu'on est là aussi à la base. On reprend le fil. Donc, Gilles Fournier, directeur pendant de longues années du Salon international du Bourget. Donc, on va recommencer par l'interview, si ça te convient, en revenant un petit peu sur ton parcours, les débuts, avec un premier point qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce que tu es l'origine de la passion pour l'aéronautique. Comment est-ce que tu es tombé dedans? Est-ce que c'était pendant ton enfance ou après voilà, savoir un petit peu comment est-ce que l'aviation s'est arrivée vers toi. Ça m'est tombé dessus avec le Salon du Bourget, en fait. Bien entendu, j'aimais les avions, j'aimais les regarder, j'aimais les prendre encore pendant des années. J'ai eu une trouille terrible de l'avion comme 80% des gens et 10% qui acceptent de le dire. Mais j'ai toujours été fasciné par les avions.
mais depuis tout petit. Mon rêve, c'était de faire mon baptême de l'air, c'était de voler, mais j'ai fait mon premier vol à 17 ans, donc j'ai attendu un vol entre Dublin et Glasgow. Non, entre Belfast et Glasgow. À une époque où en Irlande du Nord, ça chauffait un peu, dans les années 77-78. Bref, mais ma vraie passion, elle est arrivée d'abord parce que j'ai travaillé pour Thales dans une vie antérieure. Oui, Thales est quand même à l'époque, Thomson CSF est très impliqué dans le domaine aéronautique. Et donc j'ai pu participer à mon premier salon en 1989. Et là j'ai été époustouflé par ce salon. Puis ensuite j'ai continué à les faire pour le compte de Thales jusqu'en 2005, date à laquelle j'ai été recruté par le GIFAS pour venir m'occuper du salon du Bourget. Voilà. D'accord, donc ton premier contact avec le salon, ça a été en tant que professionnel, tu étais sur un stand, ou est-ce que en 89 justement c'était... Non, j'étais dans une filiale de Thales en charge des salons expositions du groupe Thomson CSF, et donc je construisais pour le compte du groupe Thomson CSF son stand au Bourget, notamment, dans d'autres salons aussi, mais notamment au Bourget. Donc ça m'a permis d'assister à tous les salons de 89 à 2005, voilà. En rêvant secrètement un jour d'y travailler, mais bon, c'était un rêve, voilà. Ok, donc tu as pu vivre les choses de l'intérieur avant, après... Le jour où on m'a téléphoné, j'ai pas su dire non, voilà. Ok, très intéressant. Donc du coup, c'était on va dire, le début de la vie professionnelle, c'était vraiment plutôt dans l'événementiel déjà Toujours, oui, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel. Moi, j'ai toujours été à Saltimbanque, à construire des stands, faire des salons, je sais faire que ça, j'ai rien à faire d'autre, voilà. Et puis pour prolonger, en 2013, on m'a emmené de force dans un aéroclub et j'ai été obligé de passer mon brevet de pilote. Voilà. D'accord. Alors que j'avais peur de l'avion, mais finalement je l'ai fait. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais donc ça, c'est un autre parcours, c'est autre chose. Il y a l'industrie et puis il y a le monde du pilotage et le monde des aérodromes et des aéroports. Et là, ça a été une vraie expérience. Quand je dis on m'a obligé, j'y ai vite pris du plaisir et j'y prends toujours du plaisir, voilà. Mais sur le tard, j'ai passé mon brevet à 53 ans. Ok. Voilà. Et tu as eu l'occasion, je suppose, en tant que directeur du salon, ou même non. de voler autrement avec... Non, très peu. J'ai fait quelques vols exceptionnels, mais j'étais pas pilote, donc j'en ai pas profité à fond. Voilà. Ok, c'est vraiment une fois donc passé le brevet où tu as pu prendre pleinement plaisir. Et après, j'ai jamais refusé quelque proposition que ce soit d'aller voler sur quelque engin que ce soit. Voilà. Comme quoi, franchir la porte d'un aéroclub. Bien sûr, c'est bien sûr. Recette miracle. Bien sûr. D'accord, très intéressant de voir cette arrivée d'abord dans l'événementiel puis au Bourget, donc tu nous as un petit peu dit. Concrètement, ça s'est passé comment en 2005 ? Tu as commencé à connaître un petit peu des gens au salon, comment est-ce qu'ils t'ont appelé ? Rien du tout, ça s'est fait c'est toujours pareil, par opportunité, par hasard. Le directeur qui me précédait partait et le GIFAS cherchait un remplaçant et une personnalité au GIFAS s'est dit tiens, pourquoi pas lui ? Ils m'ont téléphoné, j'ai dit oui. Ça a pris un petit peu de temps. Okay. Je savais très bien que le costume était beaucoup trop grand pour moi, parce que moi je gérais un petit salon et je gérais pas du tout une machine comme celle-là. Mais dans la vie, il faut jamais regretter. Il faut pas avoir peur de se planter. Et je me suis dit, j'ai pas envie de regretter. Si je dis non, ce serait trop bête. Donc il vaut mieux se planter que de regretter. Voilà. Ok. Donc j'y suis allé un peu en kamikaze, en casse-cou, en me disant que j'allais en baver, ce fut le cas. Mais quand on venait dans l'événementiel, aller gérer un des plus gros événements au monde, ça se refuse pas, voilà. Okay. Et du coup, on en bave à chaque édition, ou est-ce que tu apprends le métier quand même ? On n'en bave pas. On en bave au début parce qu'on sait rien faire, c'est une grosse machine. C'est toujours compliqué de mener une opération, c'est toujours risqué, il faut ouvrir à l'heure, et c'est une énorme machine. On aura le temps de regarder un petit peu dans le détail tout à l'heure tous les chiffres, ce que ça implique que de construire un tel événement. Mais tout le monde dans le monde professionnel, en baver, c'est un terme très très large. Hein. Oui, forcément. Voilà. C'est difficile, c'est pas un job facile, mais il y a un tel plaisir à l'arrivée que je peux pas dire qu'on en bave. On se donne à fond, voilà. On peut pas faire ça à moitié. C'est surtout ça. On est obligé d'être à fond. Voilà. Ok. Et d'être un tout petit peu passionné et surtout de pas avoir peur.
Et du coup, dans le cadre de ton travail avec Thales, tu avais pu faire plusieurs salons et c'était vraiment le Bourget qui te, à chaque fois, Ouais. c'était. Ouais, j'en avais fait un peu aux quatre coins du monde, d'autres salons, télécom, informatique, aéronautique, mais celui-là, je dois avouer que l'après-midi, je regardais les avions voler quand même. Et à l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, on nous le reproche encore suffisamment. C'est vrai que dans les années 80, c'était une grande fête, les Russes faisaient n'importe quoi, mais c'était extraordinaire, ouais, oui. Une grande Ouais. un peu là, cette insouciance. Oui, mais c'était fabuleux. Bon, ça l'est toujours, mais l'époque des années 60, 70, 80 au Bourget, les avions volaient par paquet de 20, enfin, c'était incroyable, voilà. Et donc, effectivement, on peut pas faire autrement que d'être totalement ébahi par ce spectacle en plein Paris. Enfin, on est à 7 km de Montmartre, même à peine, à vol d'oiseau. Le Stade de France est aux portes du Bourget. Donc, c'est le seul coin au monde où on peut faire voler des avions en démonstration aussi proche d'une ville. C'est une chance grosse incroyable. Capitale, pas une petite ville, c'est vrai. Et pas une petite ville, Il n'y a voilà. pas beaucoup de capitales qui peuvent se targuer Donc d'avoir. c'est un lieu exceptionnel, puis c'est un lieu mythique, le Bourget. Ouais. Voilà. Ok, donc intéressant de voir comment cette flamme t'a guidé tout au long des premières éditions jusqu'à ton arrivée au salon. Et donc, quand tu as intégré le salon, j'ai retenu que 2005, présentation de la 380, c'était un petit Alors peu... je suis arrivé juste après le salon de 2005. Je suis arrivé en Juste novembre, après. le salon de 2005 avait été livré, Ouais. et puis ils m'ont embauché quelques mois après la fermeture du salon. Donc j'étais venu au salon de 2005 en visiteur. Un D'accord. salon exceptionnel, effectivement, avec la présentation du 380 quelques semaines après son premier vol à Toulouse. Donc ça avait été un gros événement. Et puis ensuite, voilà, préparer le salon de 2007 qui fut mon premier salon en tant que patron. D'accord. Et du coup, justement, après ce gros salon, la 380, il y avait une petite pression un petit peu d'être au niveau de... Est-ce qu'il y avait... Non. non, ou c'était Non, j'avais pas le temps j'avais pas le temps de réaliser. trop de J'avais choses à apprendre? tellement de choses à faire et tellement de choses à intégrer. Ok. C'est quand même une énorme machine, le salon du Bourget. C'est d'abord une opération industrielle et commerciale. C'est d'abord un salon, comme tous les salons du monde, hein, comme le salon de l'agriculture, la foire de Paris, le salon du meuble, j'en passe et des meilleurs. C'est un salon comme un autre, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il y a quand même des avions et des avions qui volent l'après-midi. Et puis, c'est aussi un des rares événements où on a une partie professionnelle, donc pendant les 4 premiers jours, et puis ensuite une partie grand public. En général, les salons, soit ils sont professionnels, hein, vous allez au CIAL, le salon de l'alimentaire, c'est un salon professionnel pour les professionnels de l'agroalimentaire. Vous allez au salon de l'agriculture, c'est un salon grand public, où il n'y a que du grand public. Oui, c'est Et souvent c'est bien rare, séparé. c'est rare qu'on ait les deux. Donc il y a une très grande différence entre la semaine professionnelle et le week-end grand public. D'accord. Eh ben, très bien. Donc, premier salon en 2007. Comment ça se passe? Tu as pu un petit peu poser ta patte sur le salon ou est-ce qu'au début, c'était vraiment reprendre ce qui était fait ou est-ce que tu avais déjà des premières idées en arrivant? Comment est-ce que... Un peu des deux. Ok. Il ne faut pas être trop ambitieux parce Ouais. que déjà la tâche est immense. Il faut déjà tout intégrer. Je suis loin d'avoir tout intégré, mais dans une organisation de salon, il y a quand même des professionnels, il y a des gens qui connaissent et le patron est un chef d'orchestre, mais c'est pas lui qui fait tout. Donc j'avais quand même une équipe extrêmement professionnelle qui connaissait très bien son métier. Je peux pas dire que j'ai mis ma patte, enfin j'ai fait à ma manière à moi, c'est-à-dire Ouais. la manière de gérer. Mais encore une fois, le rôle d'un patron dans un événement, c'est un rôle de chef d'orchestre, c'est pas lui qui fait. Même si moi j'aime bien tout voir, tout contrôler, tout regarder, tout connaître. Je pense qu'on ne peut bien gérer que si on connaît. J'ai pas eu le temps de tout voir. On se laisse vite dépasser, mais on fait confiance dans les équipes qui sont autour de vous, autour de toi, sur tous les sujets. Et des sujets, il y en a des centaines. Bonne liste. Ok. Et super, du coup, tu nous parles pas mal de l'équipe. En 2007, c'était combien de personnes? Tu es arrivé, il y avait combien de personnes qui connaissaient déjà un petit peu? Comment est-ce que ça se passait? Il y avait un peu beaucoup de monde. Donc il y avait une trentaine de personnes et on est passé au fil du temps et des départs non remplacés, on est passé à 15. Je préfère 15 cerveaux que 30 personnes. Voilà, mais ça c'est ma manière de gérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. Il y a des salons qui ont besoin d'avoir du monde ou pas, qui prennent des temporaires, des permanents. L'équipe permanente aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Donc c'est 15 personnes qui préparent pendant 2 ans Voilà.
qui sont à fond, à et qui plein recommencent temps, devant, et qui oui, recommencent, qui prennent un peu de repos après le salon, Tu leur souhaites, qui sont un peu en roue libre dans les 3 mois qui suivent, mais dès le mois de décembre, ça repart à fond, oui, parce qu'il faut commercialiser, il faut ramener des clients, leur vendre le salon, et puis ensuite tout organiser. Voilà. Justement, c'est quoi la première étape pour le C'est la salon? commercialisation. La commercialisation. Donc il faut appeler l'industrie mondiale et trouver nos 2300 exposants et leur vendre des mètres carrés, parce que ça, c'est la ressource du salon, c'est l'exposition, ce sont les exposants. C'est eux qui amènent les finances pour pouvoir construire cette machine qu'est le salon du Bourget. Donc la première chose, c'est de vendre le salon. Et vendre les mètres carrés, vendre les chalets, vendre les espaces extérieurs à 2500 sociétés dans le monde entier pour qu'ils viennent exposer au Bourget. Voilà. Donc ça, vous devez vraiment, là c'est intéressant, on passe un petit peu aux préparatifs amont, ça vous devez vraiment les contacter, ou est-ce que vous vous dites, bon voilà, cette année les tarifs ce sera comme ça, contactez-nous, comment est-ce qu'il y a un peu Oui, des deux, on joue un peu, c'est ce qu'on appelle en marketing la vache à lait, c'est-à-dire que c'est quand même le premier événement mondial, c'est un événement qui est attendu par tout le monde, on n'a pas besoin de trop se fatiguer pour trouver des clients. Donc le salon s'est toujours vendu assez facilement. Néanmoins, il faut entretenir la relation, il faut quand même parler avec nos clients, il faut discuter avec eux, il faut leur expliquer les bienfaits de venir sur un salon, et ça ne se fait pas tout seul. Donc si les commerciaux m'écoutaient, ils m'étrangleraient. C'est vrai que l'équipe commerciale est assez restreinte, mais parce que toute l'industrie, notamment française, d'abord, le socle du salon, c'est l'industrie française. Il n'y a pas de salon s'il n'y a pas d'industrie, donc, ou s'il n'y a pas de marché. Mais en France, on a une industrie extrêmement forte, une des premières mondiales avec les États-Unis. Et puis ensuite, tous les grands pays constructeurs, tous les pays qui fabriquent des avions ou des pièces détachées, ou toutes les chaînes de sous-traitance viennent sur le salon. On a à peu près 90% du top 100 mondial aéronautique et spatial, ce qui est énorme, hein. C'est le deuxième salon, il en a 50 ou 60, puis ensuite de moins en moins. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est attendu, je ne veux pas dire incontournable, mais qui est attendu par toute une profession. Voilà. Ok. Donc c'est un petit peu l'avantage, il y a tellement d'arriver avec cette aura du salon, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent leur stand et ça permet de... Je reste toujours prudent parce que c'est jamais gagné. Ah non, bien sûr, il faut l'entretenir. Voilà, il ne faut pas être trop arrogant, c'est un peu comme le bon vin, c'est toujours plus difficile de rester premier que de le devenir. Quand on court après un challenger, on connaît sa cible. Quand on est devant, il ne faut pas se faire rattraper. Le chassé ou le chasseur. Il faut rester à un bon niveau d'excellence. Et c'est pas parce qu'on est incontournable et attendu et que ça se vend comme des petits pains qu'on ne doit pas être excellent. Donc il faut faire très attention à ça parce que sinon, on rentre dans une mécanique où on se repose sur nos lauriers et puis on pense que tout va bien et puis un jour on meurt. Voilà. Donc il faut toujours rester conscient que il y a des salons qui sont morts, donc il faut faire attention. Ok, ça paraît inimaginable pour le salon du Bourget. Ça paraît inimaginable, mais ça paraissait inimaginable pour le salon de l'auto. Alors il n'est pas mort, il renaît de ses cendres et il repart, et les organisateurs essayent de... Mais le salon de l'auto a pris un grand coup dans l'aile, si c'est le cas de le dire, mais c'est pas qu'en France, hein, en Allemagne, en Suisse, partout dans le monde, pour des questions conjoncturelles, pour des questions de nouvelle mobilité, pour des questions de changement. Et donc on n'aurait jamais imaginé, avec 1,5 million de visiteurs et tous les constructeurs, enfin je ne sais pas si vous êtes allé au salon de l'auto, porte de Versailles à la grande époque, c'était monstrueux, voilà, et on n'aurait jamais imaginé, surtout la France, pays constructeur d'automobile, que ça puisse se fragiliser à ce point-là. Et ça s'est fragilisé pour un tas de raisons. Il faut jeter la pierre à personne, et pas parce qu'ils étaient mauvais, parce que c'était très bien organisé, mais parce qu'il y a eu je ne sais pas comment dire, mais les constructeurs ont considéré que c'était plus leur média préféré. Pourtant, c'était leur salon. Donc, il faut toujours se méfier. Il faut toujours faire attention. Savoir se renouveler et être toujours... Mais je suis d'accord, le salon du Bourget, ça reste un mythe. Et pour l'instant, il tient bon. Voilà. Ok. Super. Bon, on verra le déclin avant qu'il disparaisse dans tous les cas, mais on ne lui souhaite pas. Donc, on verra. Il faut jamais préjuger, hein. On l'a bien vu avec le Covid, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, enfin, l'instabilité, la guerre en Ukraine, les problèmes de fabrication des avions, même si les commandes sont là, on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à répondre à la demande. La chaîne de sous-traitance n'est pas en grande forme, elle souffre. Boeing a quand même quelques grosses difficultés. Airbus n'arrive pas à livrer tout ce qu'il aimerait livrer. Donc il y a des fragilités. Et puis avec un coup comme le Covid, où on est obligé de tout arrêter pendant presque plus d'1 an, tous secteurs confondus, donc c'est jamais gagné. Ouais. Il faut toujours rester prudent, et il faut humble jamais penser qu'on est vainqueur à vie. Voilà. Mais
vous qui faites, qui travaillez sur les médias numériques, sur toute cette transition qu'on vit depuis quelques années avec les réseaux sociaux, c'est étonnant parce que le média salon est résilient. C'est le même depuis quasiment la fin du 19e siècle. Les foires, les salons, les grands rendez-vous, les expositions universelles, c'est quoi ? C'est des gens qui se réunissent en un seul lieu, qui font le même métier, qui construisent un stand. Donc, quand on était au Grand Palais au début du XXe siècle, on construit un stand, on met des commerciaux et des produits sur le stand et on attrape les visiteurs dans les allées. Ça n'a pas changé. Malgré toutes les crises, toutes les guerres, toutes les transitions, malgré la transition numérique qui est quand même une révolution importante depuis une petite dizaine d'années, le média salon, lui, il résiste. Il est toujours là. Donc c'est étonnant, mais c'est un des rares secteurs où on n'a pas changé le modèle du tout. On l'a numérisé, on l'a animé, on l'a théâtralisé, on essaye que les jeunes aient un peu plus de fun que les vieux en cravate costard, mais le modèle n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Le concept est la base. Voilà. Et c'est un des rares modèles en termes de médias qui n'a pas bougé du tout. C'est pas notre volonté de ne pas évoluer, mais on ne sait pas faire autrement. On ne sait pas faire autrement. Un salon virtuel, ça ne veut rien dire. Enfin, est-ce que vous faites des dîners virtuels ? Non. Vous allez voir vos copains, vous êtes devant une assiette et vous déjeunez avec eux. On essayait de boire des coups virtuels pendant le Covid, mais c'était pas top. Enfin, devant un écran. Un salon sur Teams, ça ne peut pas marcher. L'essence du salon, c'est la rencontre, c'est voir les matériels, c'est de boire des coups, c'est de discuter, c'est de faire des affaires. Et donc, ce qui fait la résistance et ce qui fait la longévité de nos événements, tous secteurs confondus, c'est la rencontre. Voilà. Ok, super. Et justement pour cette relation, les exposants, etc., comment est-ce que, niveau un petit peu des préparatifs, j'aimerais bien rentrer un peu dans les détails, niveau des demandes particulières, parce qu'on a les grandes entreprises vont être peut-être très exigeantes sur leur stand. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges ? Comment est-ce que ça se passe pour dire, tiens, Safran, vous serez là, Dassault, vous serez là, vous avez le droit, ok, tant de mètres carrés, enfin voilà, comment est-ce que ça se passe, tous ces échanges ? D'abord, le client est roi, c'est lui qui choisit où il veut être. C'est okay. Voilà, si Dassault, Safran, Thales, Boeing, RTX, Lockheed, qui sont les très grands clients du salon, j'espère que j'en ai pas oublié, dépensent des millions d'euros, de dollars pour venir. Ils sont quand même les rois. Enfin, c'est quand même eux qui choisissent ce qu'ils vont faire, quels avions ils vont mettre, comment ils vont. Donc, on est à leur écoute et on essaie de faire au maximum. On a bien sûr des règles du jeu. Il faut répartir, mais globalement, ça se passe bien. Ils ont bien sûr des exigences, que ce sont des enjeux en termes de communication énormes pour eux. Même s'ils signent leur contrat sur le salon, même si on annonce un certain nombre d'affaires qui se font sur le salon, bien entendu, c'est négocié avant. Et c'est essentiellement de la communication, du marketing, de la communication interne, de la relation presse. Et la présence sur ce type de grands salons internationaux industriels, elle est essentiellement une présence liée à la communication au sens très très large et au marketing. Et donc, il y a des enjeux importants. L'ensemble des membres des comités exécutifs des grands groupes sont là. Donc, le président est là. Bien sûr, tous ces présidents, tous ces vice-présidents, tous ces membres du comité sont autour de lui. Donc, on a 3-4 000 personnalités qui comptent dans l'aéronautique mondiale qui sont présents. Donc, il y a une pression énorme. Et pour les services événementiels, pour les directions de la communication qui sont chargées de mettre en œuvre, il y a forcément une pression parce que le président est là. Ouais. Et parce qu'il y a des enjeux énormes en termes d'image. Et donc, voilà, c'est pas la grande folie, comme on a pu voir sur certains salons à une époque, mais quand même, il y a de l'argent dépensé, il y a des enjeux importants, et donc les choses sont prises très au sérieux, préparées très en amont, et il n'y a pas de détails laissés au hasard. Il y a de l'imprévu, comme dans tout événement, parce que d'abord, on doit ouvrir à l'heure, on ne peut pas livrer en retard. Donc, jusqu'à l'ouverture, il y a toujours des petits imprévus, logistiques, comme toujours quand on monte un événement, comme quand on prépare une émission, c'est qu'il y a une caméra qui ne marche pas, voilà, c'est pareil, on est confronté au même problème multiplié par 1 million. Donc, il y a une grosse pression, mais chacun sait qu'à l'arrivée, il faut que chacun... Il n'y a pas de tension, voilà. On ne nous met pas une pression de dingue, et nous, on essaye d'aider au maximum pour que ce soit fluide. Et en amont, et pendant le montage, qu'on a quand même un chantier qui dure pendant quelques mois en amont du salon, et quelques semaines pour les exposants. Et puis ensuite, on a 4 jours pour réussir.
Puis après, 3 jours de fête grand public, mais surtout pour les industriels, c'est 4 jours pour réussir. C'est court, 4 jours. Ouais. C'est beaucoup d'investissement. C'est 2 ans de travail pour 4 jours. Faut pas qu'il y ait de petits grains de sable dans la machine par rapport à tout ce voilà. Faut En tout imaginer cas, beaucoup s'il de y en a, il faut scénarios, qu'on soit prêt à les traiter le Ok. plus vite possible et à ce que ce soit résolu dans l'heure. Voilà. D'accord. Donc il faut beaucoup de réactivité. Ok, donc c'est du beaucoup temps de un peu calme. long de préparation, et par contre, quand on est dans le salon, c'est tout de suite beaucoup de... Je prends souvent une image. Un événement, on peut préparer 99% des choses à l'avance sans se stresser. Parce qu'on sait ce qu'on va faire. Donc si on est à peu près organisé, qu'on ne change pas tous les matins d'idées, une fois que c'est programmé, une fois que c'est fait, 99,9% des choses peuvent être faites. Et on peut les faire 2 jours, pas la nuit, pas le week-end, ça ne sert à rien de se stresser, on peut le faire calmement. Ça permet d'être 100% disponible pendant l'événement pour le 0,1% d'imprévu qu'on aura de toute façon. Voilà. On lance une émission, puis on a une caméra qui ne marche pas. Ben, si on ne sait pas comment la réparer en claquant d'un doigt parce qu'on est bon technicien, eh ben, on est planté. Donc l'idée, c'est d'être disponible. Et si on n'a pas fait son travail et qu'on est encore en train de bosser la nuit ou à 1 heure d'ouverture, que tout le monde est fatigué, stressé, on n'est plus disponible pour ça. Or, l'imprévu, on l'a toujours. Ça peut être météo, ça peut être politique, ça peut être n'importe quoi. Ok. Et il y a toujours des imprévus, il y a toujours des surprises. Et du coup, peut-être question anecdote, quel est le plus gros imprévu que tu as eu à gérer? C'est essentiellement météo. Météo. Des énormes orages qui ont inondé le salon, qui ont tout foutu par terre. Encore au dernier salon, le dimanche soir à 18h, on a eu un passage orageux qui a été plus violent que prévu, avec des rafales à 40-45 nœuds, et qui nous ont mis par terre la moitié des décors. Donc on avait la nuit pour réparer. On pensait être tranquille, dormir tranquille, et voilà. Ah oui, le dimanche soir avant le début. Juste veille d'ouverture, ouais. Un orage qui est passé, voilà. C'est arrivé plusieurs fois. Imprévisible. Et il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait les équipes, il faut que quand on t'appelle les gens en disant t'es là dans 10 minutes, soit là et c'est toute cette solidarité dans l'événementiel qui fait que dans ce type d'événement, les gens qui arrivent le lundi matin à 7h, ils se rendent absolument pas compte de ce qui a été fait pendant la nuit. Ouais. Voilà. C'est la magie du, du voilà, spectacle. Ou d'autres, ou un président de la République qui veut faire un discours devant 3000 personnes alors que c'était pas prévu et qu'on a 15 jours, 3 semaines de préavis pour préparer ça. D'abord, il faut les trouver, 3000 personnes, il faut préparer la salle, heureusement qu'on est disponible. Et on sait dire oui. Mais quand on dit non, c'est non. Donc voilà, si vous me demandez la veille un truc que je ne sais pas faire et que je ne sais pas le faire, je vous dirai non, puis on ne le fera pas. Il faut savoir dire non à un président ou à un grand industriel, mais il vaut mieux savoir dire non. Il faut le caractère pour ça. Ouais, il faut le caractère pour ça, oui, il vaut mieux avoir okay. Pas un mauvais caractère, mais du caractère, oui. Oui. C'est ça. Ou de l'autorité. Ok, bah super, c'est marrant, ce dont tu parlais, ça me fait directement un parallèle un peu avec les pilotes, où justement c'est aussi beaucoup ça, on est dans un avion, on va prévoir beaucoup de choses, mais il faut toujours avoir cette disponibilité pour la météo, Il faut être devant, hein, on dit souvent, moi j'ai bien vu pendant ma formation, mon instructeur me disait mais t'es derrière ton avion. Oui, bah t'es derrière, parce que tu rames, t'as tellement de trucs à faire, que tant que t'apprends, voilà. Et le jour où tu sais être devant ton avion et où t'anticipes, bon, et puis bien sûr, ton voyage, ton atterrissage, ton intégration ne va pas se passer comme tu l'avais prévu, ce que tu l'avais dessiné, sauf que le vent a changé, sauf qu'il y a 2 avions dans le circuit, sauf que, et tu es préparé à ça, voilà. Tu es disponible pour l'imprévu et tu es disponible réactif. Pour l'imprévu, voilà. C'est vraiment pour prendre des décisions rapidement, surtout. Ok, bah c'est... il faut pas traîner. Il faut pas traîner. Très bien. Et donc voilà, on a parlé un peu de tout ce qui se passait en amont, les exposants, mais alors tout ça c'est au sol, et les démonstrations en vol, alors comment est-ce que ça se prépare? Donc est-ce qu'on limite le nombre d'avions? Comment on dit, bon bah toi t'auras tant de créneaux pour voler, non désolé tu vas pas tant d'avions? D'abord, on me confie pas ça à moi tout seul, moi j'ai pas les compétences pour diriger une manifestation aérienne, donc d'abord il nous faut un directeur des vols. D'accord. Qui est l'autorité suprême, on l'appelle Jupiter au salon. Et c'est obligatoirement un pilote d'essai de la DGA. C'est unique, c'est spécifique au Salon du Bourget. Dans les meetings aériens, il y a des directeurs des vols qualifiés avec un certain nombre de règles qui font que ça se passe bien, mais au Bourget, il nous est imposé, et c'est très bien comme ça, un pilote d'essai de la DGA. Donc c'est avec lui qu'on travaille sur la partie organisation de la manifestation, sur la partie créneau, sur la partie minima, sur la partie réglementation. Et puis on a un comité d'organisation dans lequel on va retrouver des représentants de la DGA, des représentants de l'armée de l'air, des représentants de la DGAC, des représentants du ministère de l'Intérieur,
et notre autorité suprême, qui est une commission interministérielle de contrôle, qui rencontre directement le Premier ministre et qui nous contrôle. Donc on est vraiment dans une organisation extrêmement rigoureuse, mais avec des gens qualifiés, compétents, qui n'ont qu'une envie, c'est que ça vole. Et les contrôleurs aériens de Roissy qui travaillent avec nous et qu'on empêche de travailler pendant le salon parce qu'on bloque parfois les pistes de Roissy, sont là et font tout pour que ça se passe bien. Donc on a des créneaux, on a des volumes, on bloque l'aéroport du Bourget en totalité ou partiellement pendant ces créneaux, et on a des créneaux qui s'appellent le créneau A, le créneau B, le créneau B1, et qui vont jusqu'à bloquer les pistes doublées sud de Roissy pendant une demi-heure l'après-midi en plein départ en vacances, et on y arrive. Voilà, donc on a des plages horaires pendant lesquelles on sait faire voler des petits ou des gros avions qui prennent des petits ou des gros volumes. Voilà. Après, on discute avec les pilotes, on essaye de faire une grille de présentation, une quinzaine, vingtaine d'avions, ça dépend des jours, et parfois le week-end 30, 40. Et on regarde, d'abord ils font des tests pendant la semaine qui précède le salon, donc du mercredi au dimanche, ils viennent s'entraîner et se faire valider leur présentation, et après ils n'en bougent plus. Donc ils n'ont pas carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, hein, ils ont une chorégraphie écrite et qu'ils doivent respecter. Et ensuite, on a des radars, là aussi c'est la seule manifestation en France qui trajectographie les avions, donc ils sont suivis en temps réel et en 3D par un radar au sol, qui est retranscrit à la tour de contrôle, enfin à notre vigie, vers les surveillants des vols. Le vol est tracé et ils ne peuvent pas sortir de leur volume, voilà. Ok. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller casser dans les volumes de Roissy, il ne s'agit pas d'aller survoler Paris, d'aller survoler les villes, hein, et d'aller survoler le public. Donc la boîte ou la box est extrêmement petite, restreinte, et c'est une épreuve pour les pilotes. Voilà. Mais tout ça est très organisé, millimétré, et il y a assez peu d'incidents ou d'erreurs. Et c'est des pilotes très pros qui pilotent au Bourget. Ok. Avec une longue liste du coup de personnes qui interviennent, que ce soit la DGAC, etc. Donc il faut réussir à faire la synergie entre tout ça. Oui, au bureau des présentations en vol, il y a tout. On a la TC, on a Météo France nous délègue 2 ingénieurs qui sont là en permanence pour aider les pilotes et leur donner une météo locale, avec 2 personnes qui sont là spécifiquement pour travailler sur la météo. On a bien sûr l'armée de l'air, on a la protection du volume par le CDAOA, donc moi je l'ai pas. Alexandre. Commandement de défense aérienne. Voilà, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Merci, ça y est, j'avais l'aide un de la trou. technique. Qui est là pour aussi, bon, il y a aussi la lutte anti-drone, il y a toute la protection de l'espace aérien, bien sûr la DGAC, l'armée de l'air, puisqu'ils sont à la fois acteurs, et puis ils nous aident aussi dans toute la préparation des vols. Bon, j'en oublie, hein, mais bien sûr, toute la sécurité et le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police et la préfecture de Seine-Saint-Denis, voilà, qui veillent aussi à notre sécurité au sol. Il s'agit qu'il n'y ait pas d'incident sur la piste, qu'il n'y ait pas la gendarmerie et transports aériens, la police aux frontières, j'en passe, c'est des meilleurs. Quand on fait des réunions en préfecture pour préparer le salon, on est entre 100 et 120 personnes. Il y a plus de 80 services de l'État représentés qui travaillent avec nous sur le salon. Je vous les cite pas tous, hein, mais ça vous donne une idée. On a qu'une heure d'émission. Voilà. Et c'est au sol, mais en l'air, on fait très attention. Voilà. On a un arrêté qui nous explique ce qu'on doit faire. Et dans la période actuelle, il n'est pas question qu'on puisse se permettre d'avoir un accident au Bourget. Donc on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ou s'il y a un incident, pour que le pilote puisse se poser en toute tranquillité ou s'éjecter. Voilà. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu d'accident mortel au Bourget, pourvu que ça dure. D'accord. Voilà. Et le dernier, c'était le Tupolev. Hein. Ouais. Donc c'est 73 ou 75, 73. Il n'y a pas eu d'accident mortel à ma connaissance depuis 73. Il y a eu quelques Russes qui ont cassé du bois, qui se sont éjectés, mais il n'y a pas eu de mort. Il faut que ça reste comme ça. Il faut que ça reste comme ça. On ne nous le pardonnerait pas. Donc on se doit d'être extrêmement strict. On ne lâche pas. Et voilà. Et avec le directeur des vols, on est en phase et on met des règles. Et il n'y a pas le droit de jouer au Bourget. Voilà. On peut pas faire les imbéciles. Et c'est très bien comme ça. Et tout le monde joue le jeu, tout le monde le sait.
mais on n'a que des passionnés et on n'a personne qui cherche à nous empêcher de tourner en rond. Enfin, je veux dire, on critique souvent la DGAC qui est trop procédurière, qui est trop réglementaire. Là, elle est à fond avec nous, elle nous aide à faire voler les avions, elle nous libère Roissy, elle nous libère le Bourget. J'oubliais bien sûr ADP. ADP, c'est quand même notre hôte, hein, c'est lui qui gère tout l'aéroport, qui gère toutes les opérations au sol, qui nous prépare l'aéroport pour le salon du Bourget et qui nous le met entre les mains. Donc on a bien sûr ADP que j'avais oublié, voilà, je savais que j'en avais oublié un. C'est rattrapé, pas de souci. Ouais, non mais je veux dire, Non, l'aéroport ouais, du Bourget, c'est un bel endroit quand même, hein, Et encore une fois, on est quand même en pleine ville. Enfin, si vous regardez un plan, vous décollez du Bourget en piste 03, en 20 secondes, vous êtes en train de couper les axes de Roissy. C'est à 3 nautiques. Hein. Ouais. Donc si vous allez tout droit, vous êtes sur Roissy. Donc si vous tournez pas à gauche, Raté. raté. Très... Surtout avec un Rafale, par exemple. Hein. C'est pas 20 secondes. C'est à mon avis en 4 secondes, vous y êtes. Dans l'autre sens, en 3 secondes, vous êtes au Stade de France. Hein. Millimétré. Effectivement. Ouais. D'où les bols. Donc on fait super attention. Et puis après, encore une fois, il y a comme dans l'aéronautique, hein, on apprend de nos erreurs. Chaque pilote qui a fait une erreur et s'est partagé le lendemain en briefing avec tous les autres pilotes, comme toujours, voilà. Il n'y a pas de... Et du coup, là, tu parles un petit peu de la sécurité. Est-ce que depuis ton premier salon, donc en 2007, et donc ce dernier en 2023, est-ce que t'as vu beaucoup de changements? Parce qu'on en a entendu un petit peu parler pour les autres meetings, plutôt les meetings un peu plus généraux, enfin voilà, pas plus généraux, on va dire. Est-ce que t'as vu une grosse évolution, beaucoup plus de contraintes, Alors, tout ce qui est sécurité même au sol pour les accès En l'air, non. Parce Ouais. qu'on est toujours aussi rigoureux depuis le premier jour et depuis pas mal d'années avant que j'arrive. Encore une fois, on ne peut pas se permettre d'avoir un incident dans les démonstrations aériennes ou un accident. Donc c'est toujours aussi rigoureux et les règles n'ont pas beaucoup changé. Et encore une fois, la réglementation du salon du Bourget est beaucoup plus stricte qu'elle n'était pour les meetings. Elle s'est durcie pour les meetings, mais à la limite, c'est pas plus mal, même si c'est pas encore tout à fait au point. Ça se met en place et c'est très bien comme ça. Et au Bourget, c'est beaucoup plus strict. Hein. Je parlais de trajectographie, de direction des vols, de volume, de comité d'organisation et de toutes les instances qui nous surveillent et qui nous contrôlent. Et c'est très bien comme ça. Donc là, ça n'a pas changé. On est toujours aussi rigoureux et on touche du bois. Pour l'instant, on n'a pas d'incident majeur qui pourrait remettre en cause l'équilibre de tout ce qui a été mis en place dans ce fameux arrêté de 2003. Au sol, ça a bien sûr changé, parce qu'il y a eu les attentats, il y a eu tout ce qui s'est passé avec l'État islamique, avec les attentats de Paris de 2015, et j'en passe et des meilleurs. Alors là, c'est l'inflation avec les drones. La lutte anti-drone, c'est quelque chose de complexe et encore d'expérimental. Ça avance bien, ça avance très vite, mais ça veut dire des centaines d'effectifs au sol pour contrôler ça. Okay. Vigipirate, rouge foncé, écarlate, j'en passe. On est extrêmement tendu au sol, extrêmement tendu. Sur la lutte antiterroriste, sur la délinquance, on est habitué. Je veux dire, il y a toujours eu un peu de délinquance aux entrées, de gens qui sont piqués leur ordinateur dans les bus. Bon, on gère comme on peut, mais je dirais qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à il y a quelques années. Il y a toujours un certain niveau de délinquance, mais c'est pas ce qu'on craint le plus. Et après, on a eu 2 catégories, les pacifistes, qui viennent dire que la guerre, c'est pas bien, et donc essayent de venir peindre en vert les avions militaires, en expliquant qu'il faut pas de militaires et qu'il faut pas de... Voilà, donc on essaye de travailler avec les services pour les contenir un petit peu dans leurs ardeurs. Tant qu'ils viennent crier avec des panneaux, moi, ça me dérange pas. S'ils viennent dégrader le matériel, on devient nerveux. Et puis récemment, le dernier non pas danger, mais le point de sécurité, c'est les anti-avions, tout ce qui est aviation bashing et ceux qui sont venus se coller dans les musées ou ailleurs, ou se menotter à des avions pour nous expliquer qu'il ne faut pas prendre l'avion, que c'est pas bien. Bon, donc on redoutait une action, non pas de manifestation. Encore une fois, moi, s'ils viennent avec des panneaux et qu'ils nous expliquent qu'il ne faut pas prendre l'avion, on est en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. S'ils viennent dégrader le matériel, là on devient plus nerveux. Donc là il a fallu qu'on travaille aussi, et en amont et pendant le salon, pour essayer d'éviter au maximum, surtout pour nos industriels, pour nos visiteurs, qu'il y ait des incidents qui pourraient amener à un trouble majeur de l'ordre public. Voilà. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. En termes de sûreté et de sécurité au sol, oui. Okay. C'est énorme. Ah, oui. Ça demande des effectifs privés et publics énormes. Un recrutement du coup à gérer en plus. Énorme. Ouais. Énorme. Okay.
Bon, avant de passer au petit... Oh, vas-y, pardon. Ouais, non, j'allais dire avant de. J'avais une petite dernière passer au question. quiz. J'avais une petite dernière chose avant la suite. C'était un point qui me tenait un peu à cœur, c'est les journées grand public. Tu en as parlé un petit peu. Donc voilà, ce côté d'avoir un salon où justement il y a les deux. Voilà, les journées grand public, un peu ce que ça représente pour toi. Est-ce que des fois il faut vraiment se battre pour arriver à les maintenir? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent? Comment est-ce que ça... Parce que voilà, ça permet de... Ça a fait naître énormément de vocations, ça fait rêver les gens. Je vais répondre immédiatement. Non, il ne faut pas se battre pour les maintenir. Okay. D'abord, le salon, il appartient au GIFAS. Et le GIFAS tient absolument à maintenir ces journées grand public. Enfin, quand vous discutez avec des gens qui ont entre 40 et 60 ans dans l'industrie, comment est née votre vocation? Ah bah au Salon du Bourget, moi je suis venu quand j'étais petit avec mon grand... C'est un grand classique. Donc le salon, c'est vraiment un lieu de vocation et un lieu d'échange et de partage. Puis je rappelle quand même que le client final de notre industrie, c'est le passager. Le passager, c'est le grand public. Voilà. Donc c'est important, surtout dans ces périodes... On nous explique qu'il ne faut plus prendre l'avion et que c'est pas bien de prendre l'avion. Je pense que c'est bien de partager. Il y avait près de 150 000 personnes qui sont venues sur le vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est une réponse. C'est pas la peine d'aller se battre et d'aller essayer de faire des réponses dans la presse et sur les réseaux sociaux contre les gens qui nous racontent n'importe quoi. Voilà, il y a 150 000 personnes qui sont venues, qui ont fait la fête, qui étaient contents de partager avec l'industrie. Donc c'est extrêmement important. Ça rapporte pas d'argent, parce que le ticket d'entrée suffit pas à financer ces 3 jours où il faut maintenir le salon en place. C'est pas grave. C'est l'intérêt des exposants aussi, en tout cas français, qui recrutent, qui rencontrent les familles, qui font de la com interne. Une société qui expose dans le hall 2 avec tous ses matériels, c'est l'occasion de recevoir les familles des salariés, de discuter avec eux. Donc c'est de la com interne, de la com externe. Toujours des relations presse et l'accueil du public, des enfants. Donc, ah oui, moi je suis à fond. Hein. Notre salon concurrent anglais a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de supprimer les journées grand public. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Et pour des questions, je pense, financières, parce que ça coûte cher de maintenir, il faut animer, il faut... Voilà. Mais tout le monde est gagnant mais quand même, bien voilà, sûr, que ce soit les exposants, que ce soit le... Et moi, j'ai ces 3 journées, en plus, nous, on change de logiciel, on passe du costard cravate à maman poussette, short, s'il fait beau. Et c'est une vraie ambiance. Moi, il m'arrive de m'échapper de mes bureaux et d'aller me promener incognito au milieu du public et de regarder les gens parler des avions avec les enfants. Enfin, c'est des moments extraordinaires. Ah non, moi les journées grand public, j'adore. Je m'y attendais, mais j'ai marre. Et quand j'allais au Bourget, quand j'y allais comme visiteur, j'y allais aussi le week-end parce que c'est la fête. Ouais. C'est la fête. Que cet esprit perdure. Ouais. Et ça se veut pas être un meeting ou un concurrent de La Ferté. La Ferté a sa spécificité. La Ferté, Melun et quelques autres. Et Chartres. Catherine, Chartres. Si j'oublie Chartres, je me fais tuer. Le meeting aérien a sa propre spécificité et le Bourget veut surtout pas, parfois je le lis sur les réseaux, que oui, vous voulez faire comme là. Non, surtout pas. La Ferté, ou Melun, ou Chartres, c'est des meetings où on présente des avions de collection, où il y a un monde pas possible aussi, et on ne veut pas s'y substituer. Mais tant qu'à faire, si on peut faire profiter aux 150 000 personnes, amener quelques beaux avions, les financer et les faire voler au Bourget, tant mieux, c'est parti de la fête aérienne et de la fête populaire qu'est le salon le week-end. Non, c'est extrêmement important. Ah bah. Extrêmement important. Super. Et aujourd'hui, je connais personne dans les instances qui organisent ce salon qui voudrait annuler le week-end. Mais personne. La question se pose absolument pas. Je pense que ça réveille tous les passionnés qui nous regardent parce que ça... Voilà. Et on maintiendra le week-end et je vais paraphraser notre président, quoi qu'il en coûte. Je pense que tu pouvais pas mieux vendre les journées grand public. Non, mais j'ai pas besoin de les vendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je vais aux entrées le dimanche matin ou le samedi matin, je vois cette foule. C'est extraordinaire. Et il y a 80% des gens qui viennent visiter le week-end, ils connaissent rien à l'aviation. C'est pas des passionnés. Oui, c'est ça. Si on allait au salon du Bourget, viens, on va aller voir les avions. Voilà. C'est ça. Voir les avions, et puis il y a ce côté fête populaire, c'est tous les 2 ans, ça rassemble. Oui, et puis c'est l'occasion de voir des avions qu'on verra pas ailleurs, des avions de chasse, des avions de ligne. Enfin, un A380, il a du mal à décoller, atterrir. Bon, il est plus en présentation, donc c'est pas le bon exemple, mais moi, un A350, on ne le verra pas sur un meeting, où il fera un passage, mais une démonstration complète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la démonstration du 380 au Bourget, dans sa petite box. C'était magique. C'est magique. Ouais. C'est magique. Et c'est unique.
Ah bah, Ça, c'est sûr. Enfin bon, c'est le moment de tester notre culture générale aéronautique un petit peu. Je Très bien. compte sur toi pour participer aussi. J'imagine que tu es incollable. Alors, Oula. les questions sont complexes. Ouais, c'est comme en pilotage, faut être modeste. Voilà. On est loin de tout connaître. On en apprend tous les jours. Exactement. Surtout dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'en régie, on peut... Voilà, on a un petit problème de caméra, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, ce sera résolu la prochaine fois. bon, alors celle-ci, déjà, ça commence. Donc, Victoire, je te laisse animer ce petit quiz. D'accord. Donc déjà, Antoine, regarde pas mon papier où il y a les réponses. Non, sinon je triche pas, promis. Triche pas. Et donc la première question, c'est parmi ces avions, lequel n'est pas un biplan? Le Sopwith Camel, le Spad S13, l'Albatros D2 ou le Fokker Dri 1? Waouh. C'est au hasard. C'est- hein. Ouais. Ouais. C'est pas censé être progressif, les questions. De plus Il y en en plus aura dur. des plus faciles. Moi j'ai peur. Parce que là, Il y a quelqu'un qui Que dit sait le chat en il y a ligne, là quelqu'un... oui, que dit le chat? Le chat nous dit l'Albatros. Albatros D2, qui ne serait pas un biplan. Moi je sèche, hein. Je vais être honnête. Joker. Voilà, alors on, va là, suivre le chat. Hein. Alors, Bah, l'Albatros. Victoire, qu'est-ce que. Alors, t'as une photo ou Il y a bien une photo. On va voir la Au réponse. moins la réponse. Et Victoire, tu nous donneras les explications. Bien sûr. Si, non, pas de réponse. Tu peux nous donner Oh. les explications. Allez, Et on voilà, ça, Donne- vous aviez tort. C'est le Fokker Dri 3. Ah voilà. Parce que le Fokker Dri 3, Dri pour Dry en allemand qui veut dire 3, qui était le triplan Ah, le piège. de l'avion du Baron Rouge. Ah oui. 3 ailes. Ouais. Ah, bah oui. J'ai une affiche chez moi. Est-ce que du coup un triplan c'est pas un biplan et demi? Parce que ça non. marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et on pense monoplan. Bah oui, et on cherchait un monoplan là-dedans. Ouais. Ok, Donc, tu nous un donnes- point, il y a même le pour compteur de personne. points. Ah. Personne n'a le point effectivement. C'est bon. J'espère que c'était. Donc, la deuxième question. De quelle nationalité est le premier parachutiste de l'histoire? Français, anglais, allemand ou brésilien? Le premier qui a survécu à une chute avec un parachute. Exactement. Pour moi, il est français, c'est pas l'invention même. Enfin, il a vu son avion faire de la voltige, etc. Non, il Non, voulait c'était tester un parachute. l'inventeur de la voltige. Oui, mais du coup, il voulait tester son parachute, il a sauté de l'avion et c'est pas Ah un ouais peu l'histoire? Un Français qui il a vu son avion faire des. Mais c'est Tu parles de Pégou? j'ai pas- c'est Pégou. Ah, ok. Ce C'est serait Pégou. pas lui le. C'est Pégou premier qui saute de son avion et qui voit son Ouais. avion faire un looping tout seul et qui ensuite. Ouais. Mais est-ce que c'est Pégou qui saute le premier en parachute? Je sais pas. Moi, je te Ouais. tenterais français. Mais... On va tenter français, le côté un petit peu chauvin. Eh bien, Ouais, c'est de une la bonne réponse. réponse. Ouais. Effectivement, il était français, mais ce n'était pas Pégou. C'est pas Charles Pégou. Pégou, je crois, Je qu'il sais pas. s'appelle, Je l'ai- de son nom. C'était Louis-Sébastien Lenormand, le 26 novembre 1783, à Montpellier. D'une montgolfière, non? Oui, exactement. Ah. 1783, ouais, c'était soit une Donc- falaise, soit une montgolfière de toute façon. Mais, Donc ça remonte à beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. ok. Et enfin, est-ce que peut-être que tu sais pas, mais quel était l'usage du parachute à l'époque? C'était vraiment pour sauter du Je montgolfière? pense, Enfin, oui. c'était pour des questions de sécurité ou sportif Je purement? pense qu'ils avaient un plan, ils ont voulu le voir. Déjà à l'époque de Et Léonard. tu mets 0 au chat. Ils ont pas Désolé, répondu. la le, réponse, là. le chat a dit français, effectivement. Ah ouais, faut lui mettre Le un chat a point. dit français, allez, mais- C'est juste mais pour on embêter chat. la technique. Ah bah ouais, sinon tu vas plus avoir d'auditeurs, hein, fais gaffe. Voilà, on va les perdre. Ouais. Ok. Troisième question. Combien d'astronautes français ont effectué un séjour dans l'espace? 5, 7, 9 ou 10? Bah, s'ils sont astronautes, ils ont fait un séjour dans l'espace. Non. Par exemple, celle qui vient d'être sélectionnée, elle n'a pas encore. Sophie No, mais elle est pas Ah, astronaute, elle est candidate astronaute. Elle est candidate astronaute. Ouais, mais moi, elle est en genre, train ouais. de- J'aurais répondu 11, mais bon. Dans ce cas, par élimination. Bon, on va Non, mais dire c'est au moins 10. Allez. C'est au moins 10. Pesquet étant le dernier, c'est au moins 10. Mais je croyais que Pesquet était le 11e, moi. Ok. C'est une bonne réponse. du coup. C'est 10? T'as le nom des 10 qu'on vérifie? Ouais. Ah, Ah, là. Oh, on en a je quelques-uns peux quand vous en même. citer Oui, quelques-uns, mais... Je dois pouvoir en citer pense que je les ai pas 5 tous ou par 6 contre, faciles. mais mais- ouais. Ils viennent souvent à l'aéroclub. Hein. C'est À ça. nos événements d'ailleurs. Oui. Il y a des habitués. C'est On a vraiment des quelque chose à habitués venir. effectivement de nos événements. Et ils sont tous vivants, si je me trompe pas. Alors. Les 10 Si- ouais. Ok. Ah non. Non, il y en a un qui est... Non, c'est ça. Il y en a un qui est décédé récemment. L'année dernière. Dont j'ai oublié le nom, mais... Ok. donc on a bon 10. quand même. Ouais. Je croyais que c'était 11, moi. Bah, peut-être bientôt 11 avec Sophie du coup. T'as les noms? Pas tous. Ah. On en discute après l'émission, on va challenger ceux. Celui qui en dit le plus, il gagne un point en plus.
La technique, on a... Un petit Non, problème. on a toujours l'image, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. On survit dans cette émission. Maintenant, Euh, quatrième question. Eh, mais il me semble qu'on a 2 points quand même. Hein. Ouais, Ouais, du retard. Lequel de ces Si on peut planeurs, suivre. La régie en sueur. lequel de ces planeurs n'existe pas? L'ASV22, l'ASK29, le DG808C ou le Diana 3? Ah non mais là... J'y connais rien. Et c'est dur hein, cette émission. Hein. Je suis On pilote de sait. planeur, pour moi c'est Ah ben voilà. et plus simple. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Forcément. Ah ben voilà. Comme un peu. On représente un peu sa fédération. Il n'y a même pas le fournier. Hein. Oui, c'est vrai. T'aurais pu Voilà, quand on même. aurait pu faire un petit clin d'œil, effectivement. Je n'y ai pas pensé. DG, ça a bien un nom de planeur, je crois. Ça me dit quelque chose. Bah, pour moi, c'est que des constructeurs qui existent, sauf le Diana que je connaissais pas. Mais ASV, ça me parle. C'est une ASK, ça me princesse parle. anglaise. Et DG. Diana, la princesse anglaise. Effectivement. Mais 22, c'est pas le nom d'un autre planeur. Genre, il n'y a pas un planeur qui se termine par 29 qui a un autre nom, qui est pas SW22. Je me demande si c'est pas ça On le va dire piège. ASK 22, ça m'aurait parlé. Ouais, je sais pas. Il y a un truc avec 22 dans un nom de planeur. J'essaie qui de dit quelque décrypter chose. Victor. Ouais, j'arrive alors, pas à la lire. impossible. Qu'est-ce qu'ils disent Ah oui, le chat. Que dit le chat, Bien le vu. chat. Le chat n'est pas trop planeur, apparemment. pas de réponse du chat. Allez, moi je tente la Ouais. A. Ouais, je Par tente, pur. allez, je tente la D. Ok. Ouais, moi aussi, Diana 3, ouais. Diana, ouais. Eh bien, vous avez tous faux. C'était l'ASK 29. Aïe, Il aïe, n'existe pas. L'ASV 22 existe, c'est un planeur qu'on retrouve dans les aéroclubs. Par contre, le DG808C et le Diana 3, c'est des planeurs extrêmement qualitatifs, de compétition, Ah, très très performants. Et notamment, et effectivement, il existe d'autres DG, notamment le DG1000, qui est un planeur qu'on trouve dans ce qu'on appelle, je crois, une grande plume, c'est-à-dire un planeur avec une très grande envergure, avec lequel souvent on fait des très beaux vols de campagne, donc en montagne ou loin. Juste faire des 500 km, des 1000 km. Ok. Et ben, on se couchera moins bête. Et le Diana, oui, ça m'a fait rire, j'ai vu ce nom, il y a le Diana 1, le Diana 2 et le Diana 3. Qui existe, d'accord. Effectivement. Maintenant, cinquième question. Quel est le premier animal envoyé par la France dans l'espace? Un chien, un chat, un rat ou un singe? Par la France, Par la France, oui. je miserais sur un rat. Je crois que c'est un chien. un singe. moi. C'est un singe? Je sais pas. Ah, Chien, les Russes l'ont fait, donc on va pas copier les Russes. je crois que j'ai C'est une vrai. masse d'un chien. Voilà, on a chien, singe, rat, et le chat nous dit singe. Bah, Ah. voyons la bonne réponse, il faut bien qu'on se démarque un peu au niveau des points. Vous avez dit quoi, vous? T'as dit quoi, toi Chien, moi du coup. Chien, et toi Rat Rat. Et toi? Et le Singe. Singe. Et ben. Eh bien, c'est Joris qui gagne. C'est vrai, Aïe, c'est aïe, un aïe. rat. C'est un rat Oh là là, Voilà, je prends la tête. incroyable. C'est Hector et a été envoyé dans l'espace en 1961. La Russie a effectivement envoyé un chien, les Ouais, États-Unis les ont cas. envoyé un singe, Effectivement. sont même tous des morts, hein. singes, et le chat c'était un autre pays, je crois. Un autre pays. J'ai plus le nom du pays. C'était un chat. Mais oui, il y a eu Ok. un chat aussi envoyé. Mais en France, c'était le rat Hector. Oh, on est les moins classe quand même. Hector, ça en jette pas trop, ouais. Et depuis, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai découvert qu'on avait les animaux qu'on avait le plus envoyés, c'était les insectes. On a envoyé plus de 2000 insectes. Ouais, mais ça prend moins de place. Oui, C'est ça prend pour moins de place. Voilà, il y a peut-être des raisons pratiques à ça. Même encore maintenant dans la station spatiale internationale, il y a des envois d'insectes ou il me semble qu'il y a des choses comme ça, non? Ok, peut-être. Pareil. Sixième question. Quelle est la fréquence aéronautique d'urgence? Je vais pas faire toutes les fréquences à voix haute parce que vous pouvez les lire. 121,5. Ah, je laisse. Oui, Oui. 121.5 également. ouais. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Là-dessus, ça C'est va. une bonne question. C'est une bonne réponse, pardon. Alors, Et- on passe d'Hector le rat à la fréquence aéronautique Ouais. d'urgence, je crois. Ouais. Pas très équilibré. Pour la petite info, les autres fréquences, c'est pour la tour en réponse A, à Toussul-Noble, pour le sol, à Toussul-Noble pour la réponse C, et D, c'est la tige de Toussul-Noble. D'accord. D'accord. Et, Bon, et tu voles là-dessus sur le noble, hein, c'est ça. Je vole à Albi. Donc, par contre, on en connaît. À la technique, ça vole à Toussus. On n'a pas D'accord, encore de alors. questions militaires, on voit que tu as participé à aller voir sur des questions. Mais on en aura. Non. Septième question. Où se situe l'aéroport le plus haut d'Europe? Courchevel, Sion, Samedan ou Megève? Bonne question. Courchevel, il y a Alors là, encore eu un accident il n'y a pas longtemps à Ouais. Courchevel, je Oui, crois. tout Une à sortie fait. de piste, ouais. Ouais. Petite sortie de piste. Ouais. Il est dur cet aéroport. Alors Courchevel, je pense pas que ce soit le plus haut. Il est très connu parce qu'il est dur. Ouais, mais, mais c'est quoi? C'est à moins de 2000, c'est à 2000. Ouais, c'est ça. Je chante très bien la ville que je connais pas. Ça me dent, mais je connais pas. Ouais, mais
Samedan, ouais. Si c'est à 800 mètres, t'es mal. Hein. Ouais, c'est pas grave. Megève, c'est bas, hein, c'est pas très haut, Megève. Hein. Ouais, Megève, je pense que ouais, c'est ouais. plus bas que Courchevel en tout cas. Et Sion, c'est en Suisse. Ouais. C'est pour ça, la Suisse, ils ont beaucoup de montagnes un peu hautes, donc entre les B et C. Ouais, Sion, je voyais pas ça très haut non plus. Mais Non, je moi, connais pas, moi, franchement. je dirais Courchevel quand même. Ouais. Allez, Le Gilles, chat peut-être le chat mise sur Courchevel, Ouais. effectivement. Ah ouais. Ouais. Moi, je reste sur Samedan. Eh Ouais, bien, je c'est te suis, Antoine. qui a raison. Oh, Mais in évidemment, extremis. évidemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Sauvé par le gong. Je suis Antoine. Au dernier moment. Mais cette Facile. question était un peu piège parce que Courchevel et Megève sont considérés comme des altiports et pas des aéroports. Ils sont Et il y plus a... hauts. Et ben justement. Oh, il joue sur les mots. Mais il y avait une vraie différence parce que moi aussi ça m'a surprise, mais non, il y a une vraie différence parce que pour Samedan, il est à 1700 mètres d'altitude et c'est le plus haut aéroport d'Europe. Il faut quand même une qualification spéciale pour pouvoir y atterrir et la piste, bien que étroite, il y a des A320 qui peuvent y atterrir et c'est assez impressionnant D'accord. à voir. Ah oui, donc, Courchevel est à 2000 mètres d'altitude et c'est un altiport. Sion est un aéroport mais à 400 mètres d'altitude et étonnamment Megève qui est seulement à 1400 mètres C'est d'altitude, ça, donc c'est pas bien haut. en dessous de Samedan est considéré aussi comme un altiport de par la longueur de sa piste. Mmh. C'était un petit aéroport, enfin dans les montagnes. Donc c'était Samedan. Ok, Il se et du coup, situe- la différence altiport-aéroport Il faut J'ai une pas tout qualification spécifique pour la qualification. Ok, l'altiport, tout le monde peut pas s'y poser. Non, Non, mais l'aéroport aussi, je pense. Ah non, les aéroports Mais- aussi, mais des il y a vraiment une qualifications. qualification montagne spécifique. D'accord, Ouais, voilà, ouais. il faut la qualif montagne. Ok. Et Samedan c'est juste à côté de Saint-Moritz. Si on prend un petit train pendant 10 minutes et on est à Saint-Moritz, si vous voulez, D'accord. en Suisse. Ouais. Voilà. Merci pour cette visite touristique. Alors, 8ème question. Qui est devenu le nouveau pilote du Rafale Sol Display RSD? Donc en 2024, Mousse, Chous, Babouk ou Bubu? Ah, en 2024? En Ah là, 2024. le tout nouveau de Heureusement que je ouais. connais les trois d'avant, parce que j'aurais pas trouvé son nom. Ah, j'aurais dit le dernier, moi. Mais non, c'est 2024. Ah, mais du coup, Donc forcément, c'est le nom que je connais pas. Voilà. Ouais, Ok. Pareil, ah oui, oui, c'est c'est- vrai que je ouais, connais pas, Bah oui, bien sûr, oui. Question facile pour toi, étant donné que tu les as quand même accueillis. Ah, il y en a un qui a pas volé, puisque Covid. c'est Chous. Chous s'est fait avoir par le Covid, donc, mais il a entraîné Bubu. Il a pu voler quand même au dernier Bourget, puisqu'il y avait une démonstration Masa, donc Rafale et PC 21. Ah, d'accord. Donc, Et il c'est a- lui il qui a- a fait cette démo. Ouais, il a quand même pu voler un petit peu, mais Pour il se a rattraper. loupé le Bourget 2021. Pour avoir la ligne sur le carnet de vol. Salon du Bourget. Ouais, Voler au Bourget, ouais, pour eux, c'est mythique. Ouais. ouais, j'imagine. 9ème question, Antoine, elle est pour toi. Mimous. celle-là. Oula. Combien d'ailettes Wow. possède un turbocompresseur de GI90? Beaucoup. Le GI90, C'est le moteur de... du Boeing 777. Bien, bravo. Qui a 50 tonnes de poussée, ce qui fait de lui le plus puissant moteur actuellement. Et le Et plus, t'additionnes tous les étages J'additionne, oui, tous les étages, les 9 étages. et le Ah plus oui. grand en diamètre, hein, Enfin, Ouais. vous m'apprenez quelque au chose. monde. Bah, ça dépend de quelle version du 777, mais dans les dernières versions, on y rentre un autobus dedans quand même. Hein. C'est bon, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est monstrueux le diamètre. Fan, très Bah, alors, impressionnant. compter les ailettes, Bah. Moi, je dirais 900, ouais. parce ouais. que c'est beaucoup. Ouais. Alors attends. Sur tous les étages, de tout, Les 9 étages, oui. 100 Ouais, par je- étage. Hein. moi, je- Hein. Ça se tient, ouais. Allez. Le chiffre rond. Ouais, je pense 900 aussi quand même. Et le chat? Le chat. Parce que- Le chat nous dit 700. Il y a un J'hésite entre 700 un et mec qui 900 est quand allé même. sur Parce que Internet. Ouais, c'est à tous les Le coups. chat peut aller sur Le chat peut Wikipédia. aller sur hein. Wikipédia. Parce Le que- chat peut tricher, hein. au fur et à mesure, le plus petit diamètre, potentiellement, t'en as peut-être un peu moins quand même. Ouais, je sais pas. Bon, on Alors, peut se dire allez. 900, mais peut-être 700. Allez. Ouais. On part sur 900. Ah ouais. Et c'était 700. Petite dédicace à Victorien qui m'a expliqué ça vendredi dernier en me faisant découvrir les hangars de maintenance d'Air France sur les. Sur les ces moteurs-là. C'est trop gros pour moi comme moteur. Sur oui, il y avait des GE, des Pratt et Whitney, c'était super impressionnant de voir toute la phase de démontage et remontage. Mm. Voilà. D'accord. Et enfin, dernière question militaire. Ah, c'est vrai qu'on en avait pas eu beaucoup. Lequel de ces avions n'apparaît pas dans Top Gun Maverick? Ah, cette fois-ci, il a précisé le film. Donc c'est le deuxième Top Gun. Alors, à tous les coups, il va y en avoir un qu'on voit brièvement dans le générique. Qui passe une demi-seconde. C'est ça. Alors, le F-18, oui. Le OK, oui. Ça, oui. Le Prowler, je suis pas Attends. sûr qu'on voit le F-35 dans... Mais, je me dis, ce Est-ce serait que c'est bizarre le C si ou on pas s'est pas fait apparaître le Juste- F-35. Non, Pas le C. C'est Non, pas les non, deux mais- autres versions. Il n'y a pas de F-35. Même pas brièvement pendant Ah. le générique. Non, non, il y a les méchants chinois Oui, sur, c'est vrai. sur quelque chose C'est qui vrai. ressemble au J-20, mais...
Ouais, allez, F-35C. Ouais, moi je dirais le Ouais, y a moyen. F-35C. Ouais, allez. Mais bon, ils Tu sont. dis le chat? Le chat, Ouais, non, c'est vrai. chat n'a pas encore répondu. Tu dis le EA6B Prowler, je sais pas ce que c'est. C'est un peu pointu, hein. Eh bien, Ah vous là aviez là. tort. Ça va être 5 secondes dans le générique. Elle a une bonne explication là. Ah ouais. Parce que... Ah là là. Le EA6V Prowler, Oui. c'est une version de l'Intruder 4 places et il a été enlevé du service en 2019. D'accord. Tout ce que je peux vous en dire. Ok. Et à quel moment du film on voit le F-35C? Au début. Au début, il a- Au tout début. Parce qu'au début, il est sur un avion de test qui n'existe pas. Ouais. C'est vrai. Et le F-35, je vois pas quand est-ce on doit pas le voir longtemps. Parce hein. qu'il y a une image d'une base avec. Ouais. Oui, Aussi. avec Ça des va être avions qui ça, s'alignent. Bon, On le voit ok. en arrière-plan, quoi. Ouais. ok. Bon. De loin, de dos et dans le brouillard. Bon, très, très piégeux ce quiz. Mais merci beaucoup, du coup, Alexandre et Victoire, pour la préparation de ce quiz. Et je remarque que j'ai. Tu as C'est moi qui ai gagné, le c'est plus ça. de Bravo, points. Joris. Ouais, ouais. Bravo à notre invité. On va dire que j'ai triché, Quatre. mais non, même pas. c'est le C'était hasard. dur, hein. On a appris des choses. Ouais, mais- Ouais, c'était vachement dur. Bon, bah Antoine, je te laisse reprendre l'interview avec Gilles, mais Très alors, bien. on a encore plein de questions, je pense. Voilà, encore quelques questions en Ah particulier. bon sur- Ah, c'est vrai que c'était fini, moi. Ah bah non, si t'as encore En fait, envie de nous tu me répondre. fais rebosser. Oh, vas-y. Exactement. Ouais, vas-y, moi je suis incollable. Justement, après on a eu plein de détails sur toutes les préparatifs, tous les préparatifs, les coulisses, c'était super intéressant. Moi, j'aimerais bien parler un peu de tout ce qui est un peu plus le futur du salon. Un peu, bah voilà, une première question sur, tu viens de passer la main à ton successeur pour les directions du Bourget. Mais est-ce que tu as une vision de ce vers quoi tend le salon, là un petit peu le positionnement par rapport à la concurrence, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, comment est-ce que tu vois le Bourget dans les prochaines années et, C'est un peu se compliqué. projeter, voilà. C'est compliqué. D'abord, c'est plus moi qui maîtrise. Donc, comme tu dis, j'ai passé la main il y a 3 semaines. Hein, donc, je suis un Ah. jeune retraité. Félicitations. Et j'ai pas l'habitude ensuite de revenir. Enfin, le salon sera ce qu'il en fera et ce que l'équipe en fera. Et je pense qu'on a trouvé le bon numéro. Et Guillaume est un type extra. D'abord, c'est avant tout un pilote de chasse. Donc, c'est bien qu'il y ait ce profil-là, qui est avant tout pilote et carrière militaire et brillante. Il n'est pas que pilote, il a géré des bases aériennes, il a travaillé au commandement de l'espace, il a eu d'énormes responsabilités. Il a aussi travaillé au CIRPA, donc il a fait de la com, il sait ce que c'est que l'événementiel, il connaît bien le salon. Sur la partie événementiel pure, il faudra qu'il apprenne, mais c'est pas... voilà. Mais je pense qu'on a trouvé le bon numéro, qu'il a déjà pris les choses en main, et qu'il est ravi, et je lui souhaite toute la réussite. Mais à sa patte à lui, voilà. Moi, j'ai pas... J'ai ce que j'en ai fait, et encore quand j'ai dit ce que nous en avons fait, parce qu'encore une fois, c'est un travail d'équipe. Chef d'orchestre, c'est bien, mais il faut qu'il ait un bon orchestre, hein, avec des musiciens qui jouent bien leur partition. J'ai dit tout à l'heure, hein, les salons sont des événements très résilients. Et donc on ne va pas renverser la table et imaginer qu'on va inventer l'eau chaude en transformant la méthodologie. Donc ça restera un grand rendez-vous mondial aéronautique avec tous les acteurs, la chaîne de sous-traitance et un endroit où on fait du réseau, des affaires, de la communication, du marketing. Donc il faut pas toucher aux fondamentaux, aux piliers de ce que c'est un salon. Après, on peut théâtraliser. Cette année, on a parlé de décarbonation. On a fait un énorme événement sur l'avion décarboné dans le cadre du Paris Air Lab. On a aussi innové parce qu'on a fait la première exposition mondiale d'eVTOL. Et Dieu sait si c'est un sujet qui n'est pas mature, mais c'est sympa de pouvoir inviter les 7 grands acteurs mondiaux et d'avoir ces engins quand même très, très futuristes. Et moi, je suis ravi qu'on ait fait ça sur fonds propres. Hein. On a créé cet événement. Donc je pense que l'avenir de tous nos grands salons professionnels, c'est de créer des événements, de créer de l'animation. Voilà, moi, j'aurais pas parié un copec sur Vivatech quand ils ont démarré, en disant mais qu'est-ce que La Poste et Louis Vuitton font l'un à côté de l'autre? Bah oui, ils ont des startups, et puis donc l'idée c'est de montrer que ces grands groupes accompagnent des startups. Le concept de Vivatech est un nouveau concept avec des gens qui ont intelligemment réussi à créer un événement qu'on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans. Donc tout est possible. Ce qu'il faut, c'est travailler avec des agences de com, des agences de marketing, avec les équipes qui ne sont pas à court d'idées,
continuer à trouver des idées pour le week-end, et ils m'en ont trouvé cette année parce qu'on avait dit qu'on casserait la baraque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais enfin, il y avait par exemple un orchestre de samba qui est venu un peu mettre le bazar dans les allées du salon. Ça dénote, dénote, un peu de c'est contrat. sympa. Ouais. Et plein de choses. On a fait un énorme escape game dans les halls. C'était un travail important. Alors ça a profité qu'il y a quelques centaines de personnes qui sont venues faire l'escape game, mais il y avait plein d'idées. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer d'innover dans cette théâtralisation. Après, la numérisation au sens très large, on s'en sert. Il faut se servir de tous les outils dont on peut se servir, sans trop en abuser. Mais encore une fois, on ne changera pas les fondamentaux. Donc si on garde les fondamentaux, si on sert bien nos clients, si les gens sont heureux d'être là, qu'on a la chance d'avoir une bonne météo et qu'on a des avions qui volent, et le gros travail, c'est de maintenir en vol des avions, convaincre les industriels qu'il faut voler au Bourget, parce que s'il n'y a plus d'avions, autant faire le truc à Villepinte, et puis ça ressemblera au salon de la cacahuète, voilà. Non mais, bien sûr. C'est pas exclure, ça coûte très cher de faire voler un avion. Chaque constructeur fait énormément d'efforts, donc. Et puis encore une fois, c'est compliqué de faire voler un avion en pleine zone urbaine. Donc on ne changera pas les fondamentaux, on essaye d'innover par un tas d'animations nouvelles. Et le GIFAS innove sur le recrutement, sur la décarbonation, sur les nouveaux moyens de mobilité. Donc il faut traiter ces sujets à compte d'auteur. Il ne faut pas demander aux industriels de venir payer, c'est des startups, c'est des gens qui ont forcément de fonds. Puis c'est à nous de créer nos événements, et puis on a les moyens de le faire. Mais encore une fois, un salon, ça reste un salon. Ok, super. Mais justement, tu parlais de tout ce qui était les eVTOL, l'aviation, les nouvelles types de propulsion, toutes les startups. J'imagine que vous êtes posé beaucoup de questions sur comment présenter ça. Il y a tout le côté un peu didactique du Bourget aussi pour le grand public. On a accueilli 300 startups cette année, c'était quand même énorme. En général, on en a 70-80. On avait fait des sessions spécifiques dans le cadre du Paris Air Lab, puisqu'on traitait d'innovation précédemment. Puis là, on s'est quand même fixé sur la décarbonation, parce qu'on a quand même beaucoup de messages à faire passer. Enfin, l'industrie avait beaucoup de messages à faire passer. Et d'abord, on a trouvé un nom, on a trouvé ça sympa d'appeler ça Start Me Up. Voilà. C'est sympa. C'est bien ouais, tant qu'à faire, comme moi je suis un peu rock, je trouvais ça cool. Et on les a disséminés aux quatre coins du salon, soit chez les exposants, soit dans des espaces particuliers, soit sur des groupements nationaux, régionaux, et on les a tous invités. Donc c'était gratuit. Après, on verra comment on se... Mais on peut pas... Enfin, il est très important pour l'industrie de s'associer, de s'allier avec les startups. Voilà. C'est pas les startups qui vont construire l'avion de demain. Ils n'ont pas les moyens d'Airbus ou de Boeing, mais ils sont essentiels, notamment dans le spatial, et ils apportent énormément d'innovation, d'idées, et je pense que l'industrie, aujourd'hui, ne peut pas se passer de ces jeunes pousses, de ces pépinières, les entretiens, les finances, et c'est très bien comme ça, voilà, et ça apporte un peu de... Après, qu'est-ce qui marchera, qu'est-ce qui ne marchera pas, enfin, on connaît que dans le monde des startups, voilà, on en crée 100, il en reste 10, c'est comme ça. Oui, mais ils ont des idées, ils ont de la volonté, voilà. C'est bien de les mettre en valeur et ça permet de... Oui, ça pousse, oui. Très bien. Oui. Et oui, très intéressant, mais il y avait aussi tout le côté recrutement. En plus, voilà, il y avait montré, communiqué beaucoup à tout le public sur ces innovations, mais il y avait aussi les enjeux de recrutement du secteur aéronautique. Comment est-ce que vous avez un petit peu géré ça ? Il y a eu... le secteur est en demande, hein. Enfin, il y a une pénurie d'ingénieurs, d'ouvriers, de compagnons... Et ça cherche de partout à recruter. Donc il faut créer des vocations, il faut expliquer que c'est bien de travailler dans l'aéronautique, que c'est bien de venir travailler pour la décarbonation. L'aéronautique, c'est pas qu'un sale pollueur, c'est aussi des gens qui travaillent sur les 30 prochaines années à essayer de décarboner le transport aérien. Je ne sais pas si on y arrivera en totalité. En tout cas, il y a une vraie volonté d'y arriver. Et c'est pas que des vœux pieux. Je me souviens plus, je crois que c'est 15 ou 20 000 personnes qu'on recrute par an. C'est énorme, énorme. Hein. Et donc, c'est un lieu idéal pour créer des vocations, comme on l'a dit. Voilà. Okay. Mais c'est un enjeu très important. Et le salon est encore une fois une vitrine pour ça aussi, voilà, à la fois montrer et puis après permettre aux industriels de recruter. Donc c'est super. Et une petite dernière question, c'est plus voilà, féliciter le salon et puis du coup ce que tu as fait, parce que vous avez la médaille de l'aéronautique de l'Aéroclub de France cette année. Pas une, on en a eu deux. Hein. Deux. Ah là là. Mais non, mais il faut ménager les susceptibilités. Dans la vie, il y a le GIFAS, okay, qui est quand même l'organisateur, qui est la maison mère, qui est notre maître à tous, c'est le groupement des industries. Et puis il y a sa petite filiale,
le Saltimbanque, la SIAE, Salon International, qui, elle, gère le salon, donc c'est une société commerciale. Et Catherine, dans sa grande bonté, a voulu récompenser les deux, pas que le salon, et récompenser le GIFAS pour les 115 ans d'histoire autour de l'industrie et de l'organisation de ce salon. Mais moi, j'ai toujours dit que les trois étaient indissociables. GIFAS, SIAE, Salon du Bourget, tout ça, c'est qu'une seule chose. Donc j'ai dit à Catherine, voilà, on sera la seule entité de l'histoire de l'aéroclub à avoir reçu 2 médailles. On en est très fiers. Il y en a qu'une par an. Et quand je regarde le pédigré de ceux qui ont reçu la médaille depuis le début, je me dis que bon, c'est extrêmement prestigieux. Donc on est très très fiers de ça. Ouais. Bah, super, très très fiers. Belle récompense pour le travail accompli. Et Ouais, ça, super. Voilà, on est dans le local de l'Aéroclub de France. On était à la soirée, on a trouvé ça super. Donc, belle soirée. Félicitations à vous pour ça. Et donc, petit dernier mot peut-être sur ton départ à la retraite. C'est pas trop dur de laisser ce beau bébé. Non, c'est bon. Non, ça se prépare. 2, il faut savoir tourner les pages. Okay. 3, je pars pour une nouvelle vie. Voilà. Moi, je considère qu'on a 3 vies. Hein. Il y a l'enfance, l'adolescence, la fête. Puis un beau jour, on se marie, on fait des enfants, il faut aller bosser, il faut gagner sa croûte. Ça dure un temps. Puis après, il y a le temps de la retraite où on peut faire autre chose différemment. Non, aucun regret. Et tu continueras à venir au Bourget avec plaisir. Je ne fais aucune promesse. Ça dépendra de mon envie. Comme je m'exile un peu loin, je verrai. Voilà. Ok, d'accord. Mais voilà, très bien. Super, merci beaucoup Gilles. C'est très sympa. Très intéressant. Merci beaucoup. Avant de clôturer cette émission, on va laisser la parole à Victoire qui va nous parler un tout petit peu de spatial dans sa chronique, enfin un tout petit peu ou beaucoup, un peu. Pour terminer sur une note un peu plus spatiale. Oui. À toi. Et donc moi ce soir, je souhaitais vous parler d'espace et plus particulièrement de station spatiale. Et non, je ne veux pas vous parler de la station spatiale internationale, on a énormément de choses à dire dessus. Mais moi, je voulais vous parler d'une station qui est un peu moins médiatisée, qui est la station spatiale chinoise, qui s'appelle Tiangong, excusez-moi pour la prononciation, ou plus facilement CSS pour China Space Station. Et donc, avant même de parler de CSS, avant même d'entendre parler de CSS, je me demandais déjà pourquoi il n'y avait pas d'équipage chinois dans l'ISS. Après tout, la Chine est une puissance mondiale et son programme spatial est plutôt développé. On peut citer par exemple les missions sur la face cachée de la Lune. Je crois qu'ils étaient parmi les premiers, voire les premiers, à prendre une photo de la face cachée de la Lune. Et donc, s'il n'y a aucun équipage chinois dans l'ISS, c'est à cause des Américains. Parce qu'ils ont mis leur veto quant à la participation de la Chine dans le programme de construction et d'exploitation de l'ISS. Et comme ce sont les Américains qui financent le plus le projet d'une station spatiale internationale à l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas maintenant, tout le monde s'est plié à leur décision. Et donc c'est en 1992 qu'est lancé le projet 921, qui est la construction d'une station spatiale exclusivement chinoise. Et il n'y aura aucune collaboration internationale pour la construction de cette station. Et même actuellement, il n'y a pas de collaboration dans des modules ou dans des lanceurs. Sauf pour les expériences scientifiques. Là, il y a une collaboration avec 9 expériences internationales menées par des scientifiques chinois dans leur station, mais les résultats sont partagés avec d'autres pays. Et donc, en 2011, il y a la première station qui est lancée, qui s'appelle Tiangong 1, qui est un prototype qui est mis en orbite, qui est concluant et qui va ensuite, 10 ans plus tard, être remplacé par Tiangong telle qu'on la connaît. Et aujourd'hui, CSS possède 2 laboratoires, un espace de vie pour les cosmonautes, et la station peut accueillir 3 personnes au maximum. Et d'ailleurs, si je vous parle de cette station, c'est parce que en novembre, donc il y a quelques mois, elle a été un peu médiatisée pour la première fois, car le 6e équipage qui a quitté la station a pris une photo de la station, et c'est la première photo qu'on a en vrai, et pas seulement des vues d'artistes, de la station spatiale chinoise. Et donc on a pu en parler, et ça a pu être médiatisé que la Chine, toute seule, a réussi à construire elle-même une station spatiale assez rapidement, en fait, comparée à l'ISS. Donc si on devait retenir quelque chose de ma chronique, je pense que ce serait que la Chine est devenue une puissance spatiale sur laquelle il semble important de compter à l'avenir, d'autant plus que le pays a prouvé qu'il pouvait se débrouiller par lui-même pour mener des missions spatiales, et ce, en respectant les délais. Parce que par exemple, on peut citer James Webb, ils n'étaient pas trop dans les délais. Ou même les Russes, pour les missions spatiales russes, il y a énormément de retard. La Chine, notamment pour leur mission lunaire, c'est la seule qui dit on va lancer tel mois. C'est lancé à quelques mois près, mais c'est lancé pratiquement quand ils le disent.
Néanmoins, on peut voir que les États-Unis, pour l'instant, ne sont pas ouverts à une collaboration avec la Chine. Et enfin, pour clôturer ma chronique, je voudrais quand même parler de la prochaine station spatiale internationale, Lunar Gateway, qui remplacera l'ISS dans les décennies à venir pour être en orbite autour de la Lune. Et cette station sera pas seulement un laboratoire de recherche, comme l'ISS l'est actuellement, mais aussi un avant-poste déterminant si l'humanité veut un jour dépasser la Lune et notamment aller sur Mars. Super. Merci beaucoup Victoire pour ce petit passage historique et d'actualité sur le spatial chinois et leur station spatiale. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Victoire pour cette émission. Merci. Merci encore une fois Gilles, ça a été vraiment un vrai plaisir de te recevoir et de t'écouter. Plaisir partagé. Super, merci. Il y avait Alexandre à la technique, Liam et Nico à la préparation de cette émission. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi à 20h, comme d'habitude, pour le 8e Grande Frequency de la saison. Et à bientôt. Merci à tous et merci Gilles. Merci, au revoir.